Aujourd'hui, moi, je vais vous parler, je ne sais pas s'il faut que je parle en anglais ou pas, ouais, il temps est parti, c'est bon. Du coup, je vais vous parler du localisme aujourd'hui. Là, j'ai fait un titre un peu aguicheur, parlant de convergence avec les tortues de mer. En gros, on va essayer de regarder si l'architecture crânienne et musculaire de ce rongeur possède des points communs quelconques avec ce qu'on appellerait en réalité chez les amniotes les anapsides. Et donc, on va essayer de regarder ce caractère d'anapsidie chez les rongeurs, parce que c'est un des cas où ce caractère a réévolué, avec similairement aux tortues marines actuelles. Donc, l'ophiomys, c'est cet animal. Ah oui, c'est une collaboration. Je n'ai pas mis plein d'étiquettes partout, je n'aime pas trop ça en général. Puis c'est le renfer. Du coup, c'est une collaboration avec des collègues du Field Museum, donc Adam Ferguson, Molly McDonough, Roberto aussi, Bernard Aganda, du NMK au Kenya. Donc pour commencer, donc le lophiomys, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une petite introduction naturaliste. C'est des données que j'ai jamais présentées, on va voir si je me débrouille bien et que je ne fais pas trop. Donc c'est cet animal là qui présente cette fourrure noire et blanche qui est assez caractéristique. Il a été décrit initialement par Alphonse Milne-Edwards et à partir de spécimens qui avaient été ramenés du Kenya. Et donc à cette époque, Alphonse Milne-Edwards a décrit ce taxon comme étant un hamster, cette idée, avec un certain nombre de caractéristiques étonnantes, parmi lesquelles j'en détaillais quelques-unes. Ceux qui connaissent un peu l'animal savent que c'est un animal qui va posséder une fourrure, là, si vous observez, qui va être assez dense. Vous voyez là des poils qui sont un peu modifiés, qui vont avoir des caractéristiques en termes de kératine. Ils vont être spongieux. Cette spongiosité, au niveau de la pilosité, elle est associée apparemment à un comportement où l'animal va s'imbiber les poils en fait, d'un poison qu'il récupère sur le poison arrowtree, l'Acanthothera. En fait, en appliquant sa salive qui va être imbibée en fait, d'un poison qui s'appelle Wabaïne, en fait, il va imbiber, on a par exemple, ils ont fait des expériences, c'est Kingdom qui a fait des expériences pour montrer que ces poils avaient des vertus spongieuses. Et donc là, on voit ce poil s'imbiber au cours du temps. Vous voyez à l'intérieur des différences de spongiosité en fait la kératine qui va gonfler et s'imbiber de cette salive. C'est un animal assez étonnant parce qu'il va présenter en fait, des caractéristiques qui sont c'est un animal entre guillemets empoisonné il va avoir en fait dans ses poils le poison qui est contenu en fait dans l'écorce de l'Acanthothera qui est le poison arrowtree et les Maasai utilisent au Kenya. Il faut savoir que ce taxon, il a une répartition ensuite qui est assez large en Afrique. Dans le registre fossile, il y en a quelques-uns qui montaient jusqu'en Espagne et le nord de l'Afrique assez récemment, et puis même la péninsule arabique aussi. Et ils ne sont pas tous à utiliser en fait ces écorces d'Acanthothera. Les populations qui sont en Éthiopie, notamment en Somalie, dans l'Érythrée, en fait, il n'y a pas ces arbres, et donc ils n'ont pas tous ces caractéristiques-là, ce qui a été discuté. Donc, ce qui est marrant, c'est que, en tout cas au Kenya, c'est un comportement qui est très utilisé, et le poison de cet arbre ne semble pas affecter l'animal, puisqu'il va passer des heures à mâcher en fait, les feuilles de cet arbre. Et son activité ne va pas diminuer ou augmenter après ça. Alors ça, c'est expliqué par le fait qu'il a un système digestif qui est très efficace, sûrement. Il y a des données génomiques là, de ma collègue Molly qui montrent qu'il a des adaptations génomiques à la résistance à la toxine associée à Wabaïne. Et c'est un des seuls muridés qui va présenter un estomac à plusieurs poches. Donc, vous allez me dire, je parle du crâne aujourd'hui, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour vous montrer, c'est un animal rigolo. Les gens parlent tout le temps des muridés comme étant des trucs un peu ennuyeux, du style les rats et les souris. Moi, j'essaye de montrer de manière générale mon travail de recherche qu'il y a des trucs assez cool, aussi cool que les primates et autre chose. Ça reste des rongeurs, il faudra aller travailler sur les insectes si on voulait vraiment faire des choses intéressantes en termes de diversité. Mais bon, malheureusement, je ne vais pas travailler sur les insectes. Même si
Donc, Alphonse Mayen Edwards, il avait déjà observé tout ce set de caractéristiques assez particulières, pas tout le poison et compagnie, mais l'estomac, il l'a décrit. Et sur le crâne, un des trucs intéressants auxquels qu'il avait pointé du doigt, c'était le fait que cet animal possédait en fait un crâne avec une voûte crânienne. Donc là, on voit les os frontaux, pariétaux. Alors là, c'est le squamosal. Les gens avaient appelé ça postorbitaire. Il n'y a pas de postorbitaire du tout, je les mammifères. Et ici, un os dont on va parler beaucoup, le jugal. Et donc, ce qui fait ressembler étrangement cet animal à une tortue marine, entre guillemets. Alors, phylogénétiquement, c'est pas du tout une tortue marine, évidemment. Enfin, c'est un rongeur. Alors, il a été placé chez les hamsters. Malheureusement, c'est pas un hamster non plus. Donc, avant, c'était un chryssétidé. Donc, les chryssétidés, vous les avez ici, sur cette phylogénie de Stephan Chunk. Et en fait, le Lophiomis se balade à la base en fait, d'un groupe qu'on appelle les muridés. Donc, très souvent, on le retrouve en association avec les gerbilles ou un clade formé par les gerbilles et les hominidés. C'est pas très bien résolu pour le moment, vu qu'on n'a que quelques gènes nucléaires disponibles pour cette bête. Il y a un génome de séquencé, j'espère qu'un jour, ça sera publié. Mais en tout cas, son patron dentaire, qui est chryssétin, donc chryssétidé, il n'est pas du tout associé il a sûrement évolué soit de manière indépendante, soit il est plésiomorphe, on ne sait pas trop suivant la position phylogénétique de cette bête. Donc, cet animal, un peu plus tard, Thomas a voulu un peu y travailler dessus. Donc, du coup, c'était à l'époque où il décrivait une tétrachie de rongeur. Il a fait ça toute sa carrière, d'ailleurs, c'est plein de mammifères. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a nommé cet animal aussi, l'animal d'Érythrée et de Somalie, l'Ophiomis testudo. Donc, à l'époque, il avait fait des espèces et il est revenu un peu sur ses décisions. Donc, en Somalie, vous avez une forme qui est un peu plus petite, en Éthiopie aussi. Et on ne sait pas exactement si c'est des espèces qui sont différentes ou pas. Il faudra faire de la moléculaire et un peu de systématique. Donc là, vous pouvez regarder cette histoire de voûte crânienne qui est très développée et qu'on le voit ici. Il pourrait faire penser à une tortue vraiment de loin et avec beaucoup de peau. Du coup, dans le cadre de ce projet, ce qui s'est passé, c'est que moi, cet animal, j'avais vraiment envie d'aller le capturer. Donc, du coup, on a organisé une expédition au Kenya avec des collègues pour aller capturer cette bête. Donc, Adam Ferguson, Molly McDonald, Bernard Agwanda. Et en fait, on est allé autour du mont Kenya où Molly et Adam s'étaient déplacés il y a quelques années avec le Smithsonian et ils avaient capturé 5 ou 6 Lophiomis dans cette région. Donc, nous nous sommes déplacés sur place, dans la région de Timao, et on a commencé à mettre des pièges pour les attraper vivants. Alors ça, en général, c'est un peu plus dur d'attraper les bêtes vivantes, mais des gros pièges tomahawk. Et on a piégé pendant 2 semaines sur place, dans ce coin-là. Donc, on l'a attrapé le dernier jour, juste avant de partir. C'était un peu compliqué avant de prendre l'avion, mais on a réussi à l'avoir après quelques mésaventures, puisque je me suis retrouvé tout seul avec le collègue Bernard Agwanda et une autre collègue qui était malade, parce que Molly et Adam avaient chopé la fièvre typhoïde. C'était sympa. Donc, sur le site, en gros, l'endroit où on l'a piégé, donc j'avais vu cette espèce de tronc avec à l'intérieur des espèces de petites caca. Et donc, on a posé une série de pièges autour de ce den, et puis ensuite, on a fait une ligne avec une centaine de pièges tomahawk. Et on a attrapé un spécimen, heureusement, celui-ci. Alors, on a attrapé et que j'ai disséqué à l'hôtel à Nairobi, avec ma collègue Molly et Sarah Weinstein ici. Malheureusement, j'ai pas eu les permis pour l'exporter, donc j'ai fait les dissections, les photos et tout le bazar. Donc je me suis retrouvé sans rien pendant 2 ans. Ça, c'était en 2017. Mais heureusement, un gentleman anglais, un vendeur de bateaux anglais, qui était passionné par les rongeurs, on se demande pourquoi, avait obtenu, grâce à des collègues, des animaux qu'il avait élevés au zoo de Londres. Et j'ai retrouvé, grâce à Roberto, dans les collections qui étaient non classées, 6 spécimens de Lophiomis qui étaient en fluide et fixés du coup dans la formaline très fortement. J'ai dû perdre 2 ans de ma vie grâce à l'extraction du crâne de cette bestiole. Ensuite, du coup, on a réalisé des dissections, on a fait du dye-city. Alors ça, c'est la dissection du spécimen du Kenya.
Ça, c'est le Dicey. Et je vais vous parler un petit peu de quelques. Donc, la question auquel on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est quelles sont les caractéristiques de ce rongeur en termes crâniens. Et on va s'intéresser notamment à l'évolution, en fait, de l'arrière de la tête chez les vertébrés. Comme vous le savez, chez les vertébrés, il y a toute une classification, un peu à l'image de la classification que Lionel a présentée, avec des animaux qu'on va présenter comme étant anapsides, à l'image de Slophiomis, où à l'arrière de l'orbite, vous n'avez pas de perforation crânienne. Et d'autres animaux qui vont présenter des fentes, donc des perforations associées à un développement de la musculature soi-disant temporale, et qui vont apparaître et se modifier chez tout un tas de groupes. Donc, les plus connus, chez nous, par exemple, chez les mammifères, on a une fente ici, qui va être délimitée par, chez les formes ancestrales, par le jugal, le postorbitaire, le pariétal, le squamosal, là c'est cette fente ici. Et les diapsides, vous en avez deux, délimités par les mêmes os, mais cette morphologie-là, vu qu'il y en a deux, on dit diapside. Malheureusement, ces formes évoluent fortement chez les formes actuelles, de nouveau, et vous voyez, chez les mammifères, par exemple, actuels, l'ouverture de cette fente se fait avec l'œil. Des fois, vous avez une petite séparation, mais c'est très rare chez les mammifères, et donc vous avez l'œil et la fosse temporale ici qui sont fusionnés. Je ne parle pas des oiseaux et des serpents où là tout disparaît, on appelle ça diapside, mais bon, ça n'a diapside que le nom, encore une fois. Et les tortues pour lesquelles il y a eu une sorte de carapace de Pandore, vu que, en gros, on pensait que c'était associé aux formes ancestrales pendant tout un tas d'années, en fait, on s'est aperçu récemment que les tortues marines ont en fait cette morphologie anapside qui est dérivée à partir d'ancêtres qui avaient des fosses temporales. Beaucoup de tortues ont une fois temporale, les tortues actuelles. Donc l'os qui va nous intéresser aujourd'hui, si vous avez un os à retenir, c'est le jugal, ou ce qu'on appelle le zygomatique s'il y a des médecins dans la salle. Donc c'est cet os-là qui borde le bord postérieur de l'orbite. Et quelque chose sur lequel je vais insister beaucoup, c'est le positionnement de cet os vis-à-vis de ses collègues, à savoir l'os antérieur et postérieur. Ici, donc là, on va s'intéresser surtout au squamosal et au maxillaire, l'os qui porte les dents. Un caractère qui est notable chez les mammifères, c'est que cet os jugal va occuper une position qui est très antérieure, en fait, par rapport au groupe de diapsides, et chez nous, ça va former des os de la face. Donc, il y a une grande diversité chez les mammifères en termes de crâne. Cet os, la position qu'il occupe ici, alors là, c'est un os qui est intéressant parce qu'on peut le tracer jusqu'à l'origine des vertébrés quasiment, en termes d'homologie héritée, c'est pas mal. Et donc, ce qu'on s'aperçoit ici, vous avez quelques formes ici là, de synapsides du primaire. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que chez beaucoup de groupes de mammifères, en fait, cet os va occuper au cours de l'évolution une position qui va être antérieure et parfois va être connecté ou déconnecté de l'os frontal. Donc, chez les mammifères, pour faire simple, cet os, il a une position inhabituelle par rapport à leur groupe frère diapside ou chez les autres amniotes, en étant beaucoup plus antérieur. Alors, chez les rongeurs, c'est un cas à part chez les rongeurs, le jugal. Le jugal, en fait, ce qu'on appelle l'arcade zygomatique, très souvent, les gens vont vous dire « Ah, vous avez le jugal et le squamosal », sauf que chez les rongeurs, vous voyez cette arcade, là, ici, elle est composée de 3 os. Vous allez avoir, enfin, 3 ou 4. Vous allez avoir à l'avant le maxillaire, avec le processus malaire du maxillaire, le jugal et le squamosal. Donc, le squamosal se retrouve un peu entre deux et il va être très variable. Quelque chose qui va vraiment être très distinctif, c'est vraiment qu'il est isolé au sein de cette arcade. Et ensuite, il y a toute une série de variations, sûrement en association avec des types musculaires différents. C'est pas sûrement, c'est quasiment sûr. Alors, que se passe-t-il chez l'Ophiomis? Donc ça, c'est un crâne de l'Ophiomis. Vous voyez ici le processus malaire du maxillaire, le jugal, ou zygomatique, et à l'arrière, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Tac. Donc là, j'ai délimité ce jugal. Donc,
on retrouve la conformation qu'on a chez les rongeurs, là, avec ce maxillaire en avant. Et à l'arrière, on va avoir le squamosal, mais le zygomatique va en fait fusionner avec le pariétal et pas le frontal. Le frontal, en fait, dorsalement, qui est ici, en fait, il ne touche pas ce jugal. C'est le squamosal aussi qui remonte et qui sépare les deux zones, à ce que les gens appellent le post-orbitaire. Donc, vous avez vraiment ici une morphologie vraiment bizarre par rapport à d'autres groupes. Et en fait, cet os, en combinaison avec le pariétal, va former une paroi crânienne, un peu à l'image des tortues, sauf que chez les tortues, c'est d'autres os qui sont impliqués, évidemment. Une autre différence majeure que j'ai observée par rapport à tous les crânes que j'ai vus, c'est que chez beaucoup de groupes de mammifères, en fait, ce jugal va avoir une position qui est ventrale. Et par ventrale, ce que je veux dire, c'est que sa bordure latérale et médiale va avoir pas mal de connexions avec le bord ventral. Et chez l'Ophiomis, en fait, ce bord ventral est extrêmement réduit, voire absent suivant les spécimens. Donc, en première conclusion là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que le jugal chez l'Ophiomis, c'est quelque chose d'assez inhabituel pour un mammifère, parce qu'il va réoccuper une position qui est beaucoup plus postérieure par rapport à ses proches parents actuels. Et il y a via cette position plus postérieure, il y a un retour à un état ancestral chez les mammifères, où en fait, ce zygomatique, en fait, il fait partie de la zone proche de la voûte crânienne, mais pas trop de la face. Ensuite, chez les rongeurs, ce jugal, il ne fait pas trop partie de la face, justement avec cette projection antérieure des muscles. C'est un caractère qui est de rongeur, mais vraiment extrême sur le positionnement de cet os. Du coup, ça c'est pour la partie crânienne. Je me suis intéressé aussi à cette histoire de musculature avec mes collègues. Et donc, plus particulièrement aux muscles qui vont être associés aux fenêtres temporales et à cette zone du crâne. Donc, en général, les muscles qui sont associés à ces fentes temporales ou à cette zone de voûte, c'est les zones c'est les zones d'insertion des muscles temporaux. Et donc, chez les tortues, il va y avoir pas mal de muscles temporaux, mais aussi d'autres muscles qui sont accessoires, en fait, qui vont venir dans cette voûte crânienne, mais qui n'ont rien à voir avec les muscles qui ferment la mâchoire, en fait, des muscles ducteurs. Donc, si on regarde des mammifères classiques, de nouveau, là, je vous ai mis le jugal, et vous allez avoir la musculature masséter qui est représentée ici en vert. Alors là, par exemple, chez un félidé, vous allez avoir ce jugal avec une zone d'insertion de muscles masséter. Et là aussi, de la même manière, chez cet artiodactyle, vous allez avoir cette zone-là avec des insertions des masséters. Les temporaux, eux, par contre, n'ont rien à voir avec cet os chez les mammifères, puisque le temporal vient se fixer sur la zone pariétale, squamosale et toute la zone de ce qu'on appelle les crêtes nucales aussi, et les crêtes temporales ici, qui peuvent avoir plusieurs os, comme les interpariétaux, etc. Alors, du coup, il y avait quelque chose qui existait, parce qu'à l'époque, Alphonse, il avait décrit pas mal de choses, et la musculature. Le problème, c'est que la musculature, il n'avait pas trop regardé ce qui avait été publié par Besch, notamment, et les auteurs que Lionel a présentés tout à l'heure. Et la seule image qu'on avait jusqu'à présent, c'est cette figure où on ne voit pas grand-chose, et la description est vraiment sommaire. On voit juste les temporaux qui dépassent, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dessous. Alors, on voit une glande salivaire qui dépasse aussi sur le côté, que j'ai réobservé aussi en dissection. Mais en gros, il ne décrit pas qu'est-ce qui est fixé ou est-ce qu'il y a des muscles fixés en fait sur cette paroi. Donc du coup, on a comparé, alors on a fait dissection classique plus dissection d'ICT pour épater tout le monde. Et du coup, là, on va comparer ça à un muridé classique. Donc ça, c'est Apomis banao, qui est un taxon de Luzon, qui ressemble un peu à une souris, mais c'est pas une souris. Et du coup, on va regarder le jugal et les muscles qui y sont associés, en fait, chez une souris et chez le Lophiomis. Et donc là, cet os, il est positionné ici, il est assez réduit, chez Apomis.
Et on s'aperçoit qu'il y a la musculature, une partie de la musculature masséter qui est dite latérale, et plus précisément deux muscles qui vont y être attachés, les postérieurs dites masséters. Alors, nous, on les subdivise en deux parties, mais on va dire que c'est les postérieurs dites masséters. Chez l'Ophiomis, eh ben, on observe quelque chose qu'on avait déjà observé chez d'autres taxons comme Cricketomis ou d'autres grosses bêtes. On a une partie qui vient se rattacher, mais vraiment, c'est des tendons à la base, quoi, en fait. Donc, c'est une partie du superficial masséter, donc qui est la composante la plus latérale de la musculature masséter. On a potentiellement ce postérieur type masséter, mais vous voyez, c'est vraiment séparé cette zone-là. C'est vraiment une zone tendineuse. Hein, c'est vraiment pas le cœur de la musculature comme chez d'autres. Ensuite, plus médialement, vous avez deux autres muscles qui font partie de ce qu'on appellerait à l'heure actuelle les zygomatico-mandibularis, mais qui risquent de changer de nom de ces quatre. Donc, ce qu'on appelle les postérieurs zygomatico-mandibularis de manière provisoire, en tout cas, et qui viennent aussi se rattacher en partie, en tout cas pour la partie vert clair, à ce zygomatique jugal, pardon. Alors, chez l'Ophiomis, la conformation est complètement différente. Donc là, on observe ces muscles dont je viens de vous parler chez Apomis. En fait, ils sont vraiment très postérieurs, et s'ils s'y rattachent, c'est vraiment que sur la zone la plus postérieure. On va avoir une zone qui est dans la partie musculaire antérieure chez Apomis. Cette zone vert clair et jaune, ici, et bien, apparemment, chez l'Ophiomis, cette zone vert clair, qu'on appelle les ADM, va se fixer en fait sur ce jugal, et on s'aperçoit qu'il y a une subdivision en deux muscles en plus de cette partie. Donc il y a une partie de cette musculature masséter qui est héritée d'un ancêtre mammalien, qui est fixée sur cette plaque. Et ensuite, vous allez avoir aussi, à l'image de ce qu'on retrouve chez les autres anapsides, comme les tortues marines ou éventuellement les fossiles, le temporalis, donc la partie latérale du temporal, pas la partie médiale, et la partie orbitaire, qui vont venir se fixer à la fois sur le zygomatique, mais aussi le pariétal et le pont dorsal du squamosal. Donc, en conclusion, est-ce qu'il y a une convergence avec les tortues? Alors, oui, de très loin, d'une certaine manière, parce que, en fait, cet animal va développer une sorte de mur osseux à partir de son jugal, de son squamosal et de son pariétal, sur un côté. Et dessus vont s'attacher les temporaux, qui est une condition qui est très peu observée en fait chez les mammifères, même pas du tout observée chez les mammifères, mais qui est une condition d'anapside. Ensuite, il va retenir un certain nombre de caractères mammaliens et rongeurs en association avec ce développement d'un mur osseux latéral, notamment puisque les masséters qui ne sont pas présents en fait, chez les taxons qu'on appellerait grossièrement les reptiles, vont se rattacher en fait à ce jugal. Donc, ça représente en gros un second cas de convergence vers un état dérivé d'anapsidie, ce qu'on appellerait l'anapsidie, de nouveau. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a un fossile qui est documenté, malheureusement qui a été perdu par Jean-Jacques Gégère lors d'un voyage à Paris. Il l'a déposé quelque part, on ne l'a jamais retrouvé, mais on a un moulage de ce fossile. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est Protolophiomis iberi, qui a été retrouvé en Espagne. C'est un crâne quasi complet. Et dans une des descriptions qui avait été publiée, on s'aperçoit en fait que le mur osseux chez ce taxon du Miocène n'est pas encore développé. On a vraiment un état intermédiaire. La raison du développement de ce mur osseux, on ne sait pas trop exactement à quoi c'est dû. Moi, une de mes idées sur pourquoi cette structure est apparue, c'est en lien avec son écologie où il mange en fait des écorces qui sont extrêmement dures pour les mâcher et rumine aussi d'une certaine manière. Il a développé un mode de mastication qui est unique chez les rongeurs, au sein des rongeurs. En effet, vous savez, les rongeurs, ils font avancer et reculer leur mandibule au travers d'une gouttière. Et l'essentiel des rongeurs vont avoir cette caractéristique de mouvement antéro-postérieur qui vont être très développés. Et mon avis, en fait, c'est que chez ces animaux, il y a eu une réduction de la
de cette propalinalité, ce qui pourrait expliquer ces caractères dentaires un peu bizarres en tout cas. Et cette réduction de la propalinalité, on le voit, alors ici on ne voit pas très bien, mais en tout cas c'est un caractère qui est déjà présent chez ce taxon éteint. En fait, il y a une capsule dans laquelle, on ne voit pas très bien, mais la capsule est là, ici, se met le condyle de la mandibule. Et donc, du coup, cette capsule ne va pas autoriser les mêmes mouvements que la gouttière qu'on va retrouver chez les rongeurs classiques. Et donc, ici, on voit que cette capsule, elle est assez large et elle est délimitée antéro-postérieurement, donc ça va limiter les mouvements. Je pense du coup que cet animal a développé une caractéristique peut-être associée à une force de morsure plus forte. Ça, j'en suis pas sûr parce que j'ai fait les tests de Balfour sur le terrain et il n'était pas très motivé. C'est des animaux très glacides en fait, donc c'est très dur de les motiver pour qu'ils mordent avec la pleine puissance sur un senseur. Donc, ça va monter à 100 newtons, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Le ragondin, par exemple, on était beaucoup plus. Donc, il n'était pas très motivé quand il mâchait. Et donc, ce qui se passe, c'est que je pense que cette musculature, en association, elle a évolué en fait en association avec cette limitation en fait des mouvements de la mandibule, en termes qui est assez contraignante en termes de biomécanique. Et c'est un des caractères en tout cas qui est important et qui a changé chez ce taxon, c'est cette modification en fait. Avec une gouttière extrêmement réduite pour les mouvements masticateurs. On voit aussi avec le tendon de la dissection. Un des caractères aussi qui est intéressant, et je vais finir là-dessus, et ça n'a rien à voir avec le reste du talk, mais c'est que là, on ne le voit pas, parce qu'il y a ce truc-là qui cache tout. Est-ce que je peux le déplacer? Je sais pas. Bon, en tout cas, sur le coronoïde, sur la face latérale, en fait, il y a une facette supplémentaire. Et ça, je n'ai jamais vu ça chez aucun mammifère non plus. En association justement avec ce temporal qui est très développé et avec des composantes d'insertion sur cette voûte crânienne. Il y a une modification extrêmement importante du coronoïde, sûrement en association avec des mouvements qui sont vraiment atypiques chez les mammifères. Voilà, donc merci pour votre attention. Je voulais remercier tous mes collègues, les gens de l'ISEM avec qui je partage plein de bons moments, et puis tous les muséums d'histoire naturelle qui me font bénéficier de leur collection.